Au sein de l'univers vaste et méticuleusement tissé de One Piece, l'auteur a cultivé au fil de ses 25 années de création un terreau fertile de questions et de mystères. Des énigmes aussi profondes que le rêve partagé par Luffy et Roger, l'ombre éthérée de Joy Boy, le sens voilé derrière la volonté du Di, les racines mystérieuses des fruits du démon, l'histoire que le gouvernement s'efforce d'effacer, et enfin, le lieu secret du One Piece et son contenu insaisissable. Ainsi se dessine alors la question inévitable. Ces mystères éparpillés comme des étoiles dans le firmament narratif trouveront-ils des réponses avant la conclusion de cette œuvre monumentale? Certes, le manga s'achemine irrévocablement vers sa clôture, bien que l'auteur dans son génie n'ait pas encore dévoilé toutes les cartes en sa possession. Cependant, à travers les indices subtilement semés tout au long de l'épopée et les multiples sources d'inspiration qui ont façonné cette histoire, il nous est permis de scruter les contours à venir de l'intrigue et d'entrevoir les secrets gardés par One Piece. Alors, si vous êtes en quête de ces réponses, vous êtes au bon endroit, car c'est dans cette vidéo que nous allons démêler le fil de ces mystères et éclairer les zones obscures de cette épopée fascinante. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous appréciez One Piece et mon contenu, manifestez votre soutien en partageant, en vous abonnant à ma chaîne, en activant la cloche et en laissant un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter. Chaque geste est un acte gratuit qui contribue à l'épanouissement de la chaîne et récompense l'effort colossal déployé pour créer cette vidéo. Un remerciement spécial à Africhic du subreddit One Piece, l'initiateur de cette théorie. Merci à tous ceux qui le feront et bonne vidéo. Si vous êtes passionné par les folklores et mythologies de notre monde et leur influence sur cette merveilleuse histoire qu'est One Piece, vous êtes au bon endroit. Je vous remercie d'avance pour le temps que vous prendrez pour regarder cette vidéo et j'espère que vous l'apprécierez. Comme dit dans l'introduction, cette théorie abordera les sujets suivants. Le rêve de Luffy et de Roger, le concept de la volonté transmise et son lien avec le One Piece, la véritable histoire du monde qui inclura de nombreux éléments comme le personnage de Joy Boy, la signification du Di, les origines des fruits du démon, l'histoire que le gouvernement cherche à effacer ainsi que l'emplacement du One Piece et son contenu. Le One Piece. Commençons par rappeler quelques éléments que nous savons sur le One Piece grâce à ceux qui y sont allés. On sait que quelque chose les a fait rire, et que ensuite Roger a donné à cette île le nom de Loftel, qui se traduit par l'île du rire. Le journal d'Oden confirme l'existence d'un trésor immense ainsi que de la découverte de la véritable histoire du monde de One Piece. Et pour finir, lorsque l'équipage de Luffy rencontrerait Ellie pour la première fois, il dit qu'il pourrait leur donner des réponses, mais les encourage à poursuivre leur voyage et à trouver leurs propres réponses qui pourraient différer des leurs. Ce qui implique une certaine interprétation de ce qu'il faut faire avec les informations fournies. Alors, sans plus tarder, commençons par parler du One Piece. Cette théorie veut que le One Piece ne soit en réalité qu'une immense fête. Vous avez probablement déjà entendu cette théorie, mais creusons-la un petit peu. Tout au long de cette série, il y a une constante. Presque partout où nous allons, Luffy et son équipage font la fête, généralement après avoir vaincu un ennemi. Que ce soit sur Arlong Park, sur Whiskey Peak, bien que ce fût un piège, sur l'île de Drum, sur Alabasta, sur Jaya, sur Skypiea, sur Water 7, sur Thriller Bark, sur Amazon Lily, sur l'île des hommes poissons, sur Punk Hazard, sur Dressrosa, sur Zo, et enfin plus récemment sur Wano Kuni. En gros, peu importe où ils vont, ou avec qui ils sont, Luffy accompagné de son équipage ont le pouvoir d'apporter le bonheur et l'unité aux gens. Qu'il s'agisse de géants, de nains, de Shandia, de Skypiens, d'hommes poissons, d'Amazones, de marines, de pirates et de gens ordinaires ou même d'animaux sauvages. Loftel et l'emplacement du One Piece serait donc le site de ce qui aurait dû être la plus grande fête de tous les temps, le One Piece. Un lieu destiné à unir toutes les espèces du monde. À l'emplacement de Loftel se trouverait également une énorme réserve de la boisson appelée le Binks no Sake. C'est pourquoi Roger aurait décidé de nommer l'île finale Loftel, en hommage à la dernière ligne de la chanson connue de tous les pirates, notre drôle histoire de voyage. Celui connu sous le nom de Joy Boy aurait eu le rêve d'unir tout le monde sous une cause commune, et il aurait voulu organiser la plus grande fête du monde pour tout le monde. Mais avant que ce rêve ne se réalise, le groupe actuellement connu sous le nom de gouvernement mondial l'aurait empêché de se concrétiser après un énorme conflit pour ensuite effacer l'histoire sombre qui a conduit à leur ascension au sommet du monde. Le rêve de Luffy et la volonté transmise. Le chapitre 1000 a naturellement relancé de nombreuses discussions sur la scène célèbre où Luffy partage son rêve avec Ace et Sabo quand il était enfant. Goldie Roger semblait également avoir le même rêve, comme nous le montre cette planche qui lui ressemble beaucoup lors du flashback d'Oden. Il se peut que Joy Boy, Roger et Luffy partageaient tous un rêve similaire.
Je veux être l'homme qui organisera une fête pour le monde entier. L'une de nos plus grandes indications concernant ce rêve est la réaction des personnes qui l'entendent. Face à la déclaration de Luffy, Ace et Sabo sont incrédules. Sabo éclate ensuite de rire et veut savoir comment Luffy sera dans le futur, tandis que Ace reste incrédule. De même que lorsque Roger partage son rêve avec Barbe Blanche et Oden, ils ont la même réaction. Barbe Blanche demande à Roger s'il est un enfant, mais Oden est également interpellé par ses paroles. Toute personne qui dit « je serai la personne qui organisera la plus grande fête du monde entier » susciterait ses réactions. C'est à la fois un petit peu choquant et initialement drôle, d'où les réactions d'Ace et de Barbe Blanche. Cependant, pour Oden, quelqu'un qui a passé toute sa vie dans une nation aux frontières fermées et qui voulait désespérément voir le monde, ce genre de rêve lui semblerait incroyable et il s'y identifierait. C'est sûrement Garp qui le dit le mieux quand lui et Luffy se sont retrouvés pour la première fois à Water 7, quand il dit que c'est Shanks qui lui a rempli la tête de ses idées stupides. Prenons cette citation et mettons-la dans le contexte du tout premier chapitre, lorsque Shanks lui a dit la même chose. C'est sûrement dans cette série de planches où Luffy a formé son rêve. Luffy est absolument fasciné par l'équipage du Roux pendant qu'ils font la fête, et ils disent à Luffy les choses suivantes. Les pirates s'amusent toujours, la mer est vaste et il y a beaucoup d'îles à explorer, et surtout, les pirates ont la liberté. Nous sommes rappelés à cela dans l'un des dialogues les plus célèbres de la série lorsque Luffy rencontre Rayleigh. Luffy dit à Rayleigh qu'il ne conquérera rien, car le roi des pirates est simplement celui qui est le plus libre des mers. Cette réponse fait sourire Rayleigh car c'est quelque chose de très similaire à ce que Roger a dit autrefois à Shiki au chapitre 0. Qu'est-ce que signifie être le roi des pirates pour Luffy? C'est tout simplement être le plus libre. Et qu'est-ce que signifie être le plus libre? Eh bien Luffy l'a appris de l'équipage de Shanks. Les pirates les plus libres seraient ceux qui s'amusent le plus sur toutes les îles du monde. Par conséquent, la mission de Luffy est de voyager jusqu'au bout du monde et de trouver le One Piece. Car cela fera de lui le roi des pirates et donc l'homme le plus libre de toutes les mers. Pour Luffy, il ne peut pas organiser la plus grande défaite tant qu'il n'est pas couronné roi des pirates, le seul digne de donner une telle fête. Avec le chapeau de paille qui a été transmis de Roger à Shanks puis à Luffy, cette volonté a bien été transmise. D'après ce que nous avons vu de Roger, son équipage célébrait beaucoup comme celui de Luffy. Rayleigh mentionne même que quand ils se sont rencontrés pour la première fois, que Roger était toujours extravagant, que ce soit dans les banquets ou les batailles. Nous n'avons que quelques chapitres avec le personnage de Roger, mais d'après ce que nous voyons, il célèbre partout, même avec ses rivaux. Shanks a ensuite hérité de cette volonté, et conduit sa piraterie de la même manière comme nous l'avons vu dans les premiers chapitres. Lorsque Mihawk est venu lui rendre visite à la fin de la saga East Blue, lorsque Ace lui a rendu visite, et même lorsque Rockstar a appelé son équipage pour rendre des comptes de la réunion avec Barbe Blanche. Il célèbre partout, tout comme notre équipage au chapeau de paille bien aimé. Nous voyons ensuite Luffy fasciné par le même mode de vie dès les tout premiers chapitres, et comme détaillé plus tôt, il vit pleinement en faisant la fête et en s'amusant partout où il va en étant le plus libre des mers. Ainsi, le rêve de Luffy serait quelque chose du genre « Je serai l'homme qui organisera la plus grande fête pour le monde entier ». Le One Piece serait un moment de partage avec les membres du monde entier, accompagné de la meilleure boisson connue de l'homme, le Bing Sake. Ce même rêve aurait commencé il y a plus de 800 ans avec celui que l'on appelait Joy Boy. Sauf qu'il ne s'agissait sûrement pas de faire la fête juste pour faire la fête. Derrière ce rêve, il y avait sûrement des applications importantes pour le monde. La véritable histoire du monde de One Piece. En continuant sur cette logique, la question qui se pose est la suivante. Pourquoi Joy Boy essayait-il d'organiser une fête? Et est-ce que cela a-t-il à voir avec le gouvernement mondial et le siècle oublié? Le flashback d'Oden a clairement montré que l'histoire perdue était sur Loftel. Il se pourrait que toute l'histoire soit contée sur le livre que semble tenir Roger au chapitre 967, ou alors qu'il existe une sorte de poneglyphe maître, qui couvre toute l'histoire. Des morceaux de ces informations sont dispersés à travers le monde. Mais comme on vient juste de le dire, on a vu que dans ce même chapitre, toutes ces informations existent dans leur intégralité sur Loftel. Cependant, il se peut que nous pouvons déjà reconstituer la véritable histoire avant même qu'elle ne soit dévoilée en explorant certains motifs communs entre les cultures dans One Piece. On sait qu'Oda s'est beaucoup inspiré des cultures réelles pour les races de son histoire, et en examinant plus en profondeur ces cultures, il se peut que nous en apprenions davantage. Pour découvrir la vérité, nous allons explorer les symboles partagés parmi les folklores dont Oda s'inspire pour son histoire et essayer d'y trouver des points communs avec One Piece pour construire cette vérité perdue. Le premier est la lune. Nous allons regarder quelques cultures dans One Piece qui accordent de l'importance à la lune et ce qui les relie entre elles. Et le second sont les serpents et les dragons. Nous allons explorer le symbole du serpent et du dragon qui apparaît dans One Piece ainsi que dans le folklore du monde réel. Notamment le concept du serpent cosmique ou du serpent du monde courant dans les cultures du monde entier. Notons aussi que les serpents et les dragons sont regroupés dans cette théorie car, historiquement, ils sont très interchangeables dans les différentes histoires et mythologies folkloriques.
夜にまばゆく浮かぶあの神の世界へ限りない大地フェアリーバース。 La Lune. Commençons avec le premier symbole énoncé, la Lune. Le détail le plus important à souligner est qu'il y avait autrefois au moins 7 lunes qui orbitaient autour de la planète de One Piece, et qu'il n'en existe actuellement plus qu'une. Cette affirmation nous vient du globe présent dans l'arbre de la connaissance appartenant aux savants d'Ohara. Étant donné qu'ils sont considérés comme étant la plus grande source d'histoire, je pense qu'il est raisonnable de supposer qu'il y a une certaine précision dans leur modèle. Cependant, il n'y a actuellement qu'une seule lune dans le monde de One Piece. Nous allons donc essayer d'expliquer pourquoi en explorant cette histoire et en examinant certaines cultures du monde de One Piece. Il y a quelques cultures dans One Piece qui accordent une grande importance culturelle à la Lune. Les habitants du ciel, dont les ancêtres viennent de la Lune qui subsiste, les Minks qui tirent une grande puissance latente de la pleine Lune, les familles royales de Wano à l'exception des Kurozumi qui contiennent toutes les kanji de la Lune dans leur titre. De plus, le croissant de lune était la phase présente lors de la prophétie de Toki. Elle était également présente sur son kimono lors de son introduction, et ensuite est devenue un symbole d'espoir pour les fidèles Kozuki pendant 20 ans et qui fut porté par Oden Kozuki lui-même et ses 9 fourrures rouges. Toutes ces cultures qui ont des liens avec la lune ont également montré une priorité à préserver la véritable histoire du monde à travers les poneglyphes. Les Kozuki sont les créateurs des poneglyphes, et les Minks et les Shandiens se sont dévoués pour les protéger. Cela sous-entend qu'ils étaient probablement alliés des Dits par le passé, et par conséquent ennemis du gouvernement mondial. Il se peut qu'à l'époque, les Dits, les habitants de Wano, les Minks, les Shandiens ainsi que les hommes poissons représentaient un côté du grand conflit dont nous n'allons pas tarder à aborder. L'autre côté étant les 20 rois qui ont établi le gouvernement mondial, les vainqueurs. La connexion la plus flagrante et directe avec la lune dans One Piece concerne les différentes races des îles célestes, que nous savons être les descendants de la dernière lune restante. Le récit de l'histoire des habitants de la Lune est brièvement raconté dans la mini-aventure d'Ener. Dans cette histoire, on apprend que les habitants de la Lune avaient autrefois une civilisation prospère, mais qu'après avoir épuisé leurs ressources, ils ont dû déménager sur la planète bleue pour survivre. Il se peut que cette histoire des habitants du ciel ayant dû quitter leur terre natale pour la planète bleue est similaire pour les 6 autres lunes que nous voyons dans la bibliothèque d'Ohara. Les habitants du ciel sont simplement les plus récents à avoir quitté leur lune pour s'installer sur la planète bleue. Mais alors, où sont les 6 autres lunes qui figurent dans le modèle d'Ohara? Cela pourrait s'expliquer en explorant notre deuxième symbole partagé, le serpent. Le serpent. Tout au long de l'histoire, nous pouvons trouver de nombreuses instances de culture le long de Grand Line partageant une révérence pour les serpents et dragons, même si elles sont en grande partie isolées les unes des autres. La première étant lorsque l'équipage entre dans Grand Line via Reverse Mountain. Il traverse une série de 10 arches avec un serpent gravé au-dessus. La seconde étant lorsque nous rencontrons nos premiers géants, Dory et Brogy. Ils mentionnent qu'ils peuvent percer n'importe quoi, sauf le serpent trempé de sang. Il est intéressant de noter qu'ils disent cela alors qu'ils viennent de vaincre d'un seul coup un monstre marin connu sous le nom de Dévoreur d'îles. Nous savons que les géants d'Elbaf sont fortement influencés par la mythologie nordique. Et il y a 2 serpents dans la mythologie nordique qui pourraient être liés à leur serpent trempé de sang. Jormungandr, le serpent géant devenu si grand qu'il entoure le monde et mord sa propre queue, on dit que lorsque sa queue sera relâchée, le Ragnarok commencera. Et Nidhogg, qui signifie littéralement frappeur de malédiction. Le serpent qui a mordu dans l'arbre monde, dont les racines entourent le monde, Yggdrasil. La troisième référence est le nom du roi d'Alabasta, Cobra. Notons aussi que dans le mausolée sous le palais d'Alabasta, il y a une représentation d'un grand serpent sur les murs. Cette sculpture ressemble à Apophis, plus connu sous le nom de Apep, le dieu serpent égyptien du chaos, une autre histoire à laquelle nous reviendrons plus tard dans la vidéo. La quatrième sont les Shandiens, qui vivaient dans le ciel et qui considèrent depuis longtemps les serpents comme des dieux, allant même jusqu'à sacrifier les leurs pour les apaiser. Ensuite, plus tôt, nous avons mentionné les habitants du ciel qui venaient de la lune, comme on le voit dans la mini-aventure d'Ener. Parmi les sculptures dans les ruines de la lune, on peut voir un serpent sortant de l'eau, similaire à ce que nous voyons lorsque nous entrons dans Reverse Mountain et sous Alabasta. Il y a aussi des sculptures de serpents lorsqu'on entre dans la ville de Shandora. Les habitants d'Amazon Lily, qui vivent isolés dans la ceinture de Campbelt, ont aussi beaucoup de références aux serpents. Ils ont des statues géantes de serpents sur leur île, et une autre architecture liée aux serpents, comme le bateau des Kuja par exemple. Ils utilisent des serpents comme des armes, et le chef de leur tribu s'appelle littéralement Princesse Serpent. Ensuite, on a le palais Ryugu, littéralement le palais impérial du dragon, qui est orné d'un gigantesque dragon des mers. Ajoutons à cela que la plus grande légende dans le pays de Wano concerne Ryuma et son combat contre un dragon. De plus, un serpent mythique et un dragon mythique régnaient jusqu'à très peu sur Wano. Et pour finir, la classe dirigeante actuelle qui se fait appeler les Dragons Célestes est dirigée par un personnage qui se fait appeler Imu. Et l'organisation qui cherche à les renverser est dirigée par un personnage qui se fait simplement appeler Dragon.
D'ailleurs, le conflit Im-Dragon représente de nombreuses similitudes avec le récit cananéen d'Im, le dieu de la mer associé au serpent Hadad, fils de Dragon, le dieu des tempêtes et de la météo qui combattait avec des éclairs. Ce détail devrait vous rappeler quelque chose. Ensuite, bien que le symbole du serpent et du dragon soit omniprésent dans le monde de One Piece, il y a 4 groupes en particulier sur lesquels nous allons nous concentrer. Les premiers étant les habitants du ciel, qui vénéraient les serpents comme des dieux et qui sont originaires de la lune restante, bien que leurs histoires soient largement perdues pour eux. Le deuxième étant les géants d'Elbaf, dont la vie s'étend sur de nombreux siècles et qui ne sont éloignés que de quelques générations du siècle oublié. Le troisième étant Alabasta, qui était autrefois aligné avec le gouvernement mondial, mais qui n'est plus en grâce auprès d'eux. Et le quatrième étant les dragons célestes, la classe dirigeante actuelle. Ils siègent actuellement au sommet du monde en tant que dieux et qualifient leur ennemi de démons. Tout comme les géants d'Elbaf, les Chandiens puisent leur inspiration dans des cultures du monde réel. Leur architecture en particulier rappelle beaucoup celle des Mayas, tandis que leurs guerriers et leurs noms semblent inspirer leur inspiration dans les cultures philippines, indonésiennes et asiatiques du sud-est, à l'instar de leur ressemblance avec Datu Lapu Lapu du folklore philippin et les Asmat d'Indonésie, qui, comme les Chandiens, étaient largement isolés jusqu'à récemment. Le nom de Chandora est également basé sur le mot sanskrit Chandra, qui signifie lune, d'où ils sont originaires. Oda s'inspire également d'un folklore indonésien dans Skypiea, lorsque Luffy prend le serpent géant pour une grotte. Cela s'inspire de l'histoire de Jaka Linglung, un serpent géant qui mange quelques jeunes garçons après qu'ils aient confondu le serpent avec une grotte. Maintenant, nous pouvons explorer d'autres histoires de serpents dans le folklore d'Asie du Sud-Est pour en apprendre davantage, en essayant de comprendre pourquoi il n'y a qu'une lune alors qu'il y en avait autrefois 7. Une histoire de serpent en particulier pourrait être liée à tout cela. Dans le folklore philippin, il existe l'histoire du Bakunawa, un serpent qui a mangé 6 des 7 lunes originales. Pour empêcher que les lunes ne soient complètement avalées par le Bakunawa, les anciens Philippins sortaient de chez eux avec des casseroles et des marmites et faisaient du bruit pour effrayer le Bakunawa et le faire recracher les lunes dans le ciel. Certaines personnes des villages jouaient des mélodies apaisantes avec leurs instruments de musique, espérant que le serpent s'endormirait profondément. Ainsi, les braves hommes du village espéraient que pendant que le serpent était hypnotisé par les sons musicaux, ils pourraient d'une manière ou d'une autre le tuer, car bien qu'il soit connu comme le nom de dévoreur de lune, il était aussi connu comme un dévoreur d'hommes. D'autres racontent comment le Bakunawa est tombé amoureux d'une jeune fille d'une des tribus indigènes. Le chef de la tribu a découvert leur liaison et a fait brûler leur maison. Le Bakunawa, ayant découvert cela, s'est plongé dans une colère et a cherché à se venger en mangeant les 7 lunes. Lorsque le Bakunawa s'apprêtait à manger la dernière lune, le dieu suprême est intervenu et l'a puni en le chassant de chez lui, loin de la mer. On dit également que la raison des éclipses est que le Bakunawa essaie de revenir chez lui auprès de sa famille défunte. Certains anciens Philippins estiment que le Bakunawa est une île mobile avec des communautés installées sur son dos. Et il existe 2 classifications, le Bakunawa volant et le Bakunawa terrestre. Comme dit plus tôt, les habitants des îles célestes accordent une grande importance culturelle aux serpents, qu'ils vénéraient autrefois comme des dieux, et à la lune. Cependant, l'importance de la lune et du serpent ont perdu leur véritable signification au fil du temps. Et ce n'est que lorsque Ener a voyagé sur la lune que nous avons appris que c'est de là qu'il venait à l'origine. Étant donné que les cultures chandiens ont déjà une influence philippine d'Asie du Sud-Est dans leur culture, on peut sûrement tirer quelque chose de cette légende philippine du Bakunawa pour comprendre pourquoi ils vénéraient les serpents comme des dieux. Nous savons qu'ils viennent de la lune et comme dit plus tôt, nous avons appris à Ohara qu'ils avaient apparemment cette lune autrefois. L'histoire du serpent qui a mangé les 6 autres lunes est sûrement la source qui a inspiré l'auteur sur la raison pour laquelle nous n'avons plus qu'une seule lune aujourd'hui. Avant d'explorer une théorie sur ce géant serpent, explorons d'autres possibilités au sein d'autres cultures de One Piece en commençant par les géants d'Elbaf et leur influence nordique. Cela nous ramène directement à ce que Dory et Brogy nous ont dit sur Little Garden. Alors qu'ils tuaient une créature connue sous le nom de dévoreuse d'îles, d'un seul coup, ils font une remarque sur une créature qu'ils ne peuvent pas transpercer, le serpent trempé dans le sang. Un monstre que même les guerriers géants d'Elbaf prétendent ne pas pouvoir transpercer. Beaucoup croient que ce serpent rouge sang est simplement une métaphore pour parler de Redline. Mais s'il existait réellement une telle bête, que même les plus puissants guerriers ne pourraient pas blesser, nous le remarquerions certainement. Mais alors, où est ce gigantesque serpent trempé dans le sang? Comme mentionné précédemment, les géants d'Elbaf sont fortement inspirés de la mythologie nordique. Dans la mythologie nordique, il existe 2 histoires intéressantes concernant les serpents. Jormungandr était un serpent jeté dans l'océan par Odin et qui est devenu si grand qu'il a entouré la planète et a saisi sa propre queue. On dit que lorsqu'il relâchera sa queue, le Ragnarok commencera, marquant la fin du monde où la planète sera submergée sous l'eau. Quant à Niogr, le frappeur de malédiction, c'était un serpent géant qui vivait sous terre et qui s'enroulait autour et rongeait les racines d'Yggdrasil, l'arbre puissant qui entourait le monde. Donc on a Niogr enroulé autour des racines d'Yggdrasil, Jormungandr mordant sa propre queue dans l'eau, et une autre chose qu'il faut souligner et qui deviendra pertinent plus tard dans la vidéo, l'aigle sans nom qui siège au sommet de l'arbre. Il combat le serpent Niogr dans un affrontement qui représente l'équilibre.
Maintenant, on sait que les géants du monde de One Piece vivent pendant des centaines d'années, et ne sont donc éloignés que de quelques générations du siècle oublié. C'est pourquoi il est très probable que quelques vestiges de la vérité demeurent dans leur culture, tout comme chez les habitants du ciel. Si le serpent trempé dans le sang et la légende d'Elbaf est également inspiré de la mythologie nordique comme une grande partie de la culture d'Elbaf, alors il est très probable qu'il soit inspiré par une combinaison des deux serpents mythologiques, Jormungandr et Nioger. Le serpent rouge sang de la légende d'Elbaf serait le même serpent que celui représenté à l'entrée de Rivers Mountain, sur la lune et sous Alabasta, et il serait actuellement piégé dans Red Line. La structure qui serpente autour du monde et se reconnecte à elle-même, évoquant Jormungandr, le serpent qui est devenu si grand qu'il a mordu sa propre queue. Et si ce concept du serpent se mordant la queue vous semble familier, c'est en réalité ainsi que les courants de One Piece sont décrits par Franky sur le chemin de l'île des hommes poissons, un dragon se mordant la queue. Ce fait n'a rien à voir avec l'histoire de ces deux serpents, mais je trouve intéressant de le notifier car cette légende a sûrement aussi servi d'inspiration à Oda dans cette illustration. Bien qu'il n'y ait pas un seul arbre-monde comme Yggdrasil, il existe quelque chose de très similaire dans le monde de One Piece, l'arbre de la lumière du soleil d'Eve et l'arbre du trésor d'Adam. Nous savons que l'arbre d'Eve est situé à une extrémité de Red Line à côté de l'île des hommes poissons. Il se peut alors qu'Adam se trouve de l'autre côté du monde, près de la fin de Grand Line. Les deux arbres étant au pôle opposé, ce qui reflèterait Yggdrasil. En restant dans l'inspiration nordique, nous voyons en réalité un aperçu d'un arbre massif sur Elbaf. Il se peut que cela fasse partie de l'arbre d'Adam. C'est là que l'histoire de Nioger entre en jeu une nouvelle fois. Comme dit plus tôt, Nioger est le serpent souterrain qui s'est enroulé autour du monde et a mordu les racines d'Yggdrasil. Il se peut que cela pourrait expliquer la source du pouvoir des fruits du démon. Toujours dans cette mythologie, le dieu serpent transfère son esprit dans les deux arbres-mondes, dont les racines s'étendent du fond de l'océan à la surface. Les fruits de chaque arbre servent alors de récipient contenant une partie de son pouvoir. Comme le dieu serpent est actuellement piégé dans la mer, ceux qui mangent son fruit subissent la même faiblesse, et perdent leur énergie au profit de l'eau de mer. Dans le chapitre 19, judicieusement intitulé Fruits du démon, nous obtenons notre première explication à leur sujet dans une conversation entre Shanks et Baggy. Nous apprenons que les fruits du démon sont l'incarnation des démons des mers et que ceux qui mangent un de ces fruits acquièrent des pouvoirs, mais que, en contrepartie, la mer se retourne contre eux. Si vous connaissez l'attaque des titans, pensez à cela comme la malédiction d'Ymir. Parce qu'elle a vécu 13 ans, aucun titan possédant son pouvoir ne peut vivre plus longtemps. Ainsi, vous héritez de la faiblesse de la source ainsi que de son pouvoir. Après, certains d'entre vous pourraient se dire que cette partie de la théorie sur les fruits du démon a été débunkée par Vegapunk et sa théorie. Et à cela, je vous réponds que de 1, les propos de Vegapunk sur les fruits du démon ne sont que théorie, donc rien de sûr, et de 2, que Vegapunk théorise sur le comment les fruits du démon ont été créés, et non pas sur le d'où provient la source des pouvoirs des fruits du démon, comme c'est le cas dans cette théorie. Enfin, la croyance selon laquelle ce dieu des mers est piégé dans Red Line provient de l'histoire d'Apep que j'ai mentionnée précédemment en relation avec Alabasta. Peut-être encore plus évident que la connexion entre Elbaf et la mythologie nordique et l'influence égyptienne d'Alabasta. Tout, du climat à l'architecture, en passant par le nom de Nefertari basé sur de vrais membres de la royauté égyptienne. Voici un résumé de ce mythe. Le mythe d'Apep, également connu sous le nom d'Apophis, est issu de la mythologie égyptienne. Apep est représenté comme un serpent colossal ou un dragon, symbolisant le chaos et les forces du mal. Selon la légende, Apep cherche à détruire l'ordre cosmique en s'opposant au dieu solaire Ré lors de son voyage à travers le ciel. Selon certaines autres légendes, Apep devait se coucher tous les jours sous l'horizon, ne restant pas dans le monde des vivants et rentrant ainsi dans une partie du royaume souterrain. Dans certaines histoires, on disait qu'Apep attendait Ra à l'ouest, là où le soleil se couchait, tandis que dans d'autres, il se cachait avant l'aube. En raison de la variété des endroits possibles d'Apep, on le surnommait l'encercleur du monde. Certains mythes disent qu'Apep était piégé parce qu'il avait été le dieu suprême précédent renversé par Ra. D'autres mythes disent que c'est parce qu'il était mauvais qu'il fut emprisonné. Auparavant, nous avons comparé le serpent Jormungandr à Red Line, qui serpente autour du monde et se reconnecte à lui-même. Et comme on vient tout juste de le voir, Apep du folklore égyptien a également le titre d'encercleur du monde. Et il attend à l'ouest de l'Égypte juste avant l'aube, dans ce que l'on appelle la 10e région de la nuit. Et quelle montagne se trouve directement à l'ouest d'Alabasta, qui a 10 arches à son entrée avec des serpents gravés dessus, et qui fait partie de Red Line qui encercle le monde entier? Rivers Mountain. Il se peut qu'Oda ait introduit un dieu des mers en toile de fond de son histoire dès l'instant où nous sommes entrés dans Grand Line. Mais tout comme son histoire s'inspire de nombreuses cultures différentes, ce dieu des mers est également l'amalgame de nombreuses histoires de serpents mondiales qui existent dans les mythes de notre propre culture et que l'auteur a utilisé comme source d'inspiration pour One Piece. Avant d'aborder la manière et la raison pour lesquelles le dieu des mers a été piégé, nous devons examiner de plus près une autre perspective, celle des dieux qui sont actuellement aux commandes, les dragons célestes. すごい
無敵奴隷クマがついにお父上様のもとに。七部会の奴隷は便利だLes dragons célestes et le rejet du serpent. Adam et Ève, le serpent, les fruits du démon, un navire appelé Noah, il est clair à ce stade qu'il y a une certaine inspiration biblique dans le lore de One Piece. En particulier en ce qui concerne les dragons célestes, les autoproclamés dieux du monde. Le concept de démon ou de dieu n'est qu'une question de perspective. Un fruit du démon pourrait tout aussi bien être appelé un fruit divin, étant donné les pouvoirs qu'il confère. Par exemple, c'est ainsi qu'il est perçu à Skypiea, où les pouvoirs sont beaucoup plus rares et échappent à l'influence du gouvernement mondial. De même, le serpent était autrefois vénéré comme un dieu tout-puissant dans leur civilisation isolée, et il est toujours nommé comme un dieu aujourd'hui. Cette scène du chapitre 289, intitulée Pleine Lune, où Kalgara tue le serpent pour sauver Norland sous la pleine lune, est une microcosme intéressant de cette dynamique. A première vue, les Chandiens semblaient être des sauvages, tandis que Norland et son équipage représentaient le progrès et la vérité. Ironiquement, ce sont les Chandiens qui préservaient la vérité du monde en protégeant le poneglyphe, même s'ils ne savaient pas eux-mêmes quelle était cette vérité. Alors, il est tout à fait possible que ce serpent ne soit pas qu'un simple serpent et que la croyance en son caractère divin découle de quelque chose de réel en lien avec la véritable histoire du monde de One Piece. Il en va de même de leur croyance en le retour des âmes de leurs ancêtres dans les arbres. N'est-ce pas étrangement similaire au retour du pouvoir d'un utilisateur de fruits du démon dans un fruit après sa mort? L'idée de la vérité de Norland est uniquement ce que Marie-Joie dicte. Il a besoin de leur permission pour entrer dans Grand Line. Donc même s'il représente le progrès scientifique, peut-être y a-t-il quand même une part de vérité dans la culture des Chandiens. C'est là que le discours de Doflamingo à Marineford devient pertinent. C'est le gouvernement mondial qui était les vainqueurs. Alors ils ont écrit l'histoire. Nous voyons le monde à travers leurs regards. Ils se sont installés comme les dieux du monde et ont qualifié leurs ennemis, les dits, de démons. Il en serait alors de même pour le dieu de la mer, devenu alors un démon de la mer, avec ses pouvoirs qui ont fini par être nommés fruits du démon. Cependant, contrairement à d'autres cultures du monde qui partagent une révérence, ils le rejettent complètement. Remarquez comment, malgré leur accès à des fruits du démon rares, nous n'avons pas vu un seul dragon céleste en manger un. En fait, les deux seuls dragons célestes dotés de pouvoirs sont ceux qui les ont obtenus après la révocation de leur titre, Doflamingo et Rocinante. Les dragons célestes traitent même les fruits du démon comme quelque chose de négatif. Ils ont nourri Hancock et ses sœurs avec les fruits du serpent et le Meromeronomi en tant qu'esclaves à des fins de divertissement. Si cette histoire de conquête du dieu de la mer par le gouvernement mondial est vraie, le symbole de leur attribution de fruits du démon à base de serpents à des esclaves à des fins de divertissement possède quelques nuances. C'est peut-être une coïncidence, mais comme mentionné précédemment, le chef de la seule famille qui sont qualifiés de traîtres porte le nom d'un serpent, Cobra. Le pouvoir des dragons célestes repose sur le mythe selon lequel ils sont par nature au-dessus de tout le monde. Ils sont incroyablement impitoyables et élitistes. Ils portent de même des combinaisons d'astronautes pour éviter de respirer le même air que les gens du commun. Cependant, il suffit de les regarder pour comprendre qu'ils ne sont pas des dieux, mais qu'ils jouent simplement un rôle pour conserver leur pouvoir. Ainsi, même si la vérité a pu s'éroder au fil du temps, un examen des symboles partagés entre les cultures de One Piece peut nous aider à la comprendre. Il se pourrait bien que personne dans le monde de One Piece ne soit originaire de la planète bleue, à l'exception des hommes-poissons qui sont ironiquement la race la plus discriminée. Tout le monde viendrait de là, ou plutôt des lunes qui entouraient la planète bleue. Les gens du ciel étaient simplement les derniers à épuiser les ressources de leur lune et à faire le voyage vers la planète bleue. Les dragons célestes ont pu sortir victorieux d'un grand conflit il y a des siècles et cacher la vérité. Ils agissent de manière outrageusement supérieure à tout le monde et l'ironie serait que, comme tout le monde, seraient tous pareils, non natifs de ce monde. Ce qui signifie qu'en réalité, ils n'appartiendraient à aucun d'entre eux. L'arc Skypiea en est un exemple fabuleux. Ener revendiquait des terres appartenant aux Skypiens depuis des siècles qui les avaient eux-mêmes prises aux Chandiens auparavant. Le monde n'appartiendrait en réalité à aucun être humain. La planète bleue appartenait initialement aux êtres des mers. Cela inclut les hommes-poissons, les rois des mers, d'autres grandes bêtes comme Zunesha, peut-être les anciens géants, et enfin un être qui régnait sur tous, le dieu de la mer, qui est connu aujourd'hui sous le nom de démon des mers à cause du gouvernement mondial. Cet ancien souverain des mers serait un serpent légendaire tellement puissant qu'il n'était pas seulement un simple dévoreur d'îles, mais qu'il pouvait dévorer des corps célestes entiers, comme le serpent que l'on peut voir émerger de l'eau dans les sculptures que Ener a découvert sur la Lune. Pensez à ce dieu des mers comme quelque chose d'identique au serpent du monde ou au serpent cosmique qui existe dans les mythologies de nos propres cultures. Les équivalents de l'Ouroboros, de Jormungandr, de Shesha, de Vitra, de Quetzalcoatl, d'Apophis et encore d'autres. Pas des dieux comme les dragons célestes, mais un véritable dieu, un être réellement apte à régner sur une planète principalement composée d'eau. Enfin, vous avez peut-être remarqué que toute cette partie parle du rejet actuel du régime en place envers le serpent. Mais plutôt, nous avons établi une comparaison entre Im et le dieu de la mer cananéen, Im, qui est également représenté par un serpent.
Ce serait parce que, tout comme les dragons célestes ne font que jouer aux dieux, Im jouerait aussi un rôle. Cette hypothèse concernant le dieu des mers, qui manifeste des pouvoirs sous la forme de fruits du démon, des pouvoirs aussi abstraits que la gravité et le temps, ne devrait-il pas posséder un fruit des mers lui aussi? Ainsi, Imu pourrait être le détenteur du Umi Omi no Mi, le fruit des mers. Et afin de l'empêcher de ne jamais échapper à leur emprise, Imu serait maintenu en vie par l'Ope Ope no Mi et demeure ainsi depuis des siècles au château de Pangea. Notons aussi que dans le folklore cananéen, l'ennemi d'Im est Hadad, le dieu de la météo et des tempêtes, dont l'arme est un éclair qui pourrait être représenté par Monkey D. Dragon dans le monde de One Piece, comme le sous-entend leur rivalité, leur vision de voir le monde et les pouvoirs utilisés par Dragon à Locktown. Donc même si la vérité a pu s'éroder avec le temps, des vestiges de l'existence du grand serpent subsistent dans toutes les cultures du monde à des degrés divers et sous des formes différentes. Explorons maintenant le conflit qui nous a amené à ce qu'est devenu le monde de One Piece dans notre présent. その者たちが何らかの敵に敗れ滅亡したと仮定するならば敵はその後の歴史に生き残っておるはずじゃ。 Le grand conflit. Au début de cette vidéo, j'ai mentionné la conversation entre l'équipage au chapeau de paille et Rayleigh qui suggérait que le One Piece pouvait être interprété de différentes manières car il les encourageait à trouver leur propre réponse qui pourrait différer de celle de Roger et de son équipage. Rayleigh et Luffy ont ensuite eu l'un des dialogues les plus importants de la série, au moment où Luffy lui dit qu'il ne veut rien conquérir mais qu'il veut juste être le roi des pirates pour être le plus libre du monde. Nous voyons que Roger dit quelque chose de très similaire dans le chapitre 0 lorsqu'il parle à Shiki. C'est là que serait la source fondamentale du grand conflit qu'il y a eu par le passé. Avec les habitants de la dernière lune déplacés vers la planète bleue, il ne restait plus personne pour protéger la lune du dieu des mers. Si vous vous souvenez de l'histoire du Bakunawa, les gens utilisaient de la musique pour endormir le serpent et l'empêcher de manger la dernière lune. Les habitants du ciel venus de la dernière lune avaient une cloche géante qui jouait une belle musique que leur dieu serpent adorait, ce qui constitue un autre parallèle à considérer. Sinon, il se pourrait que cette musique de l'histoire du Bakunawa soit représentée dans One Piece par les tambours de la libération émis par le cœur de Joy Boy. Ensuite, comme beaucoup le savent, c'est l'attraction gravitationnelle de la Lune qui maintient les marées en conditions stables et la planète en place. Sans la présence de la Lune, l'inclinaison de la planète varierait considérablement, ce qui entraînerait des variations extrêmes de la météo. Il est en réalité très intéressant d'explorer ce concept dans le contexte de la route de tous les périls, Grand Line. Les îles de Grand Line pourraient être des vestiges des lunes passées, ce qui expliquerait pourquoi elles émettent des champs magnétiques étranges qui rendent la navigation difficile. Nous voyons déjà les effets perturbateurs des lunes manquantes sur Grand Line. Par exemple, cela pourrait être la raison pour laquelle Grand Line est une seule ligne d'île avec des variations extrêmes de météo qui entourent le monde, car elle suivrait l'unique orbite de la dernière lune. Il se peut qu'il y avait des approches contradictoires sur la manière de gérer cette vulnérabilité avec une seule lune restante. Soit vous trouvez un moyen de conquérir le dieu des mers pour vivre sans crainte, ce côté est représenté par les Varrois devenus le gouvernement mondial, soit vous trouvez un moyen de vivre aux côtés du dieu des mers en toute liberté. Ce côté est représenté par les protecteurs des poneglyphes et se reflète dans les attitudes de Roger et de Luffy à l'époque actuelle. C'est une histoire aussi vieille que l'humanité elle-même. L'homme découvre un nouvel endroit, il le conquérit pour lui-même ou apprend à vivre dans ses limites. Maintenant, explorons ces philosophies divergentes. 空白の100年が明けた今から800年前、その時ちょうど誕生したのが世界政府。 Les Varrois et les armes antiques. Les Varrois qui ont fondé le gouvernement mondial ont décidé que de vivre avec le dieu des mers était une menace trop importante. Si le dieu des mers détruisait la dernière lune, l'environnement deviendrait trop chaotique pour que les non-natifs de la planète bleue puissent survivre. Ce côté a finalement gagné, et le dieu des mers fut scellé dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Red Line. Craignant la possibilité qu'il puisse un jour être libéré, ils ont essayé d'effacer toutes les traces de l'histoire et se sont installés comme les dieux du monde. La grande question est de savoir comment le dieu des mers a été scellé, et la manière la plus probable serait l'utilisation de certaines ou de toutes les armes antiques. Le nom de ces armes, Pluton pour le monde souterrain, Poséidon pour les océans et Uranus pour les cieux, sous-entend que celui qui les possède a une maîtrise totale de l'environnement. Lorsqu'elles sont utilisées en conjonction, il est possible qu'elles peuvent littéralement remodeler le monde à leur guise. Et c'est ainsi que Red Line aurait vu le jour. Mais alors, que sont exactement ces armes? Nous avons déjà une assez bonne idée du pouvoir de Poséidon. Tous les quelques centaines d'années, la souveraine reine des rois des mers renaît dans une sirène qui a le pouvoir de les commander. On dit même que leur pouvoir pourrait causer la destruction du monde. Il existe actuellement en Shirahoshi, et il y a 800 ans, il était également actif chez une autre sirène. En raison de sa relation avec Joy Boy, il est presque sûr que Poséidon était du côté des Dix. Pluton est enveloppé dans un petit peu plus de mystère. Cependant, nous avons quelques détails à son sujet, comme son nom qui implique une sorte de relation avec le monde souterrain.
Il semble être un navire qui, tout comme Poséidon, possède un potentiel de destruction catastrophique. On sait qu'il est actuellement situé quelque part sur Wano. Selon ce que nous savons, il se peut que Pluton est un navire capable de creuser et forer sous terre. Son potentiel destructeur serait qu'il pourrait littéralement faire couler des îles depuis le dessous, ce qui convient à un navire portant le nom du monde souterrain. La possibilité de forer sous la planète a en réalité déjà été explorée dans One Piece. Nous avons déjà vu des navires capables de voyager dans tous les autres milieux, que ce soit sur la mer, dans le ciel, dans l'espace, sur terre et même sous la mer. Alors pourquoi un navire portant le nom du dieu du monde souterrain ne serait-il pas capable de voyager sous terre? Toutes les autres possibilités ont été explorées dans l'histoire. Les plans qui ont choqué même des personnages comme Franky, qui ont passé leur vie à construire des navires de guerre et qui ont construit un navire capable de voler dans le ciel, pourraient contenir quelque chose de ce genre. Nous savons que Poséidon appartenait aux côtés des Dix, alors qu'en est-il de Pluton? Il est comme dit Pluto situé à Wano Kuni, qui s'est dédié à sa protection, et la famille Kozuki de Wano est à l'origine des poneglyphes, ce qui indique qu'ils étaient ennemis du gouvernement mondial. Il s'est donc passé quelque chose dans le passé qui a incité les dirigeants de Wano à garder l'arme hors de portée de tous. Contrairement à Pluton, nous n'avons qu'une très vague idée de l'identité d'Uranus. Notre plus grand indice réside dans son nom, qui implique une sorte de maîtrise des cieux ou du ciel. Malgré notre manque d'informations concernant cette arme, il y a en réalité une théorie sur ce qu'elle pourrait être. L'arme ancienne Uranus, nommée d'après les cieux, serait une créature fortement inspirée du roc. Le roc est un oiseau légendaire de la mythologie du Moyen-Orient, faisant des apparitions notables dans les célèbres 1001 nuits, une collection d'histoires de l'âge d'or islamique. Parmi elles, il y a Sinbad le marin qui met en scène le roc de manière importante lors de quelques-uns de ses voyages en mer. Dans la seconde histoire où le roc apparaît, le 5e voyage de Sinbad, deux résultats très différents découlent de ses décisions prises. Dans le deuxième voyage, Sinbad voyage seul et trouve un œuf géant qu'il prend pour un dôme. Il examine l'œuf et décide de ne pas y toucher, attendant à proximité. Lorsque le roc revient à l'œuf, il s'attache au pied du roc et s'échappe de l'île déserte. L'ennemi naturel du roc est le serpent, ce qui le rend approprié comme arme pour combattre le serpent. Un autre détail important concernant la taille du roc est qu'il peut soulever un éléphant avec ses serres. La taille et l'envergure d'Uranus seront peut-être montrées par Zunesha, un éléphant massif qui sera éclipsé par cet oiseau monstrueux. Mais alors, où se trouve-t-il actuellement? L'histoire de l'oiseau contre le serpent est l'un des symboles les plus répandus dans le monde. On le retrouve dans de nombreuses histoires populaires et mythologiques, comme les histoires de Nioger et d'Apep évoquées précédemment. En revenant à l'image nordique mentionnée plus tôt, nous avons noté le gigantesque aigle qui vit dans les branches d'Yggdrasil et qui se bat contre le serpent dans une bataille qui symbolise l'équilibre. Nous avons vu un arbre massif sur Elbaf, qui semble évoquer Yggdrasil, avec son tronc s'élevant au-dessus des sommets des montagnes. L'œuf que l'équipage de Roger transportait pourrait se trouver là-bas, vivant parmi les branches de l'arbre le plus grand du monde. Enfin, cette arme antique à laquelle Shiki fait référence en tentant de s'allier avec Roger est celle qui sert de modèle au roc. Nous savons déjà que Poséidon était à une décennie de naître, et il n'y a aucune indication que Roger avait connaissance de Pluton. Bien qu'il connaissait Tom, les plans de l'arme étaient encore secrets à ce moment-là. Cela s'inscrirait également bien dans le fait que Shiki cherche à constituer une arme de créature absolument gigantesque pour régner. L'arme antique qu'il cherche serait aussi également une créature, plus grande que tout ce que nous ayons vu jusqu'à maintenant. Ensuite, lorsque Nami explique la structure de Redline, elle dit que c'est une structure massive composée de nombreuses îles entrelacées. Mais comment cela a-t-il pu se produire? Il se peut que lors du grand conflit du passé, le pouvoir de ces armes ait été utilisé pour créer Redline et remodeler le monde, avec le dieu des mers piégé à l'intérieur comme dans l'histoire d'Apep. Redline entoure alors le monde et passe à travers les deux arbres du monde. Le dieu des mers serait alors resté en vie en mordant les racines de l'un de ces arbres comme dans l'histoire de Nioger, ce qui soutient alors qu'il est paralysé. Lorsque cela se serait produit, les pouvoirs du serpent se seraient transférés à travers les arbres et auraient donné naissance à des fruits qui ont poussé partout dans le monde. Manger ces fruits accorderait le pouvoir du serpent, mais aussi sa faiblesse, à savoir le fait qu'il est paralysé dans l'eau actuellement. Il y a des preuves dans la série que Redline n'a pas toujours existé et que c'est une structure artificielle. Le plus grand indice vient des baleines que l'équipage au chapeau de paille ont rencontrées, que ce soit avec Laboon ou celles qu'ils ont aperçues lorsqu'ils sortaient de l'île des hommes poissons. Toutes ces baleines ont des cicatrices sur la tête dues à des collisions répétées avec Redline, ce qui suggère qu'elles utilisaient cette dernière comme itinéraire de migration, et ce serait quelque chose qui leur serait resté en mémoire depuis des siècles, car les longues migrations des baleines sont l'une de leurs caractéristiques les plus notables. De plus, le nom du château situé au sommet de Redline est Pangea, nommé d'après la Pangée, l'ancien supercontinent du monde avant qu'il ne se sépare. Encore une fois, Redline est simplement constitué d'îles entrelacées. Il se peut que l'état naturel du monde de One Piece est en réalité l'inverse de sa configuration actuelle. Redline devait en fait être constitué de nombreuses îles plus petites réparties les unes des autres.
Ce serait également le monde souhaité par les ennemis du gouvernement mondial, les Dee. L'alliance ancienne est la signification du Dee. L'autre côté du conflit était le clan des Dee et ses alliés. Ce sont les personnes qui sont connues pour protéger les poneglyphes. Les Chandiens, les Minks, les Kozuki et les hommes poissons. Ce côté voyait les choses différemment. Au lieu de conquérir le dieu des mers, ils croyaient pouvoir construire un monde où tout le monde, y compris ce dieu des mers, vivrait librement. C'est ce côté qui a montré qu'ils pouvaient communiquer et vivre avec les grandes créatures du monde à différents niveaux. Les hommes poissons ont Poséidon, dont le pouvoir leur permet de communiquer avec les rois des mers. Les Minks vivent et respectent Zunesha, qui a également montré une préoccupation mutuelle pour eux. Les membres du clan des Dee ont montré la capacité d'entendre ces créatures. Kozuki Oden pouvait également entendre ces créatures, et son fils va encore plus loin en pouvant même commander Zunesha. Il se peut que ces gens visaient à vivre parmi les êtres autochtones du monde. Au lieu de conquérir leur monde comme les 20 rois l'ont fait par peur de leur pouvoir, ils voulaient trouver un moyen de vivre librement ensemble tout en préservant la lune. De nos jours, nous voyons toutes ces mêmes factions qui accordent de l'importance à la lune s'allier à nouveau dans notre alliance pirate Minks Ninja Samouraï actuelle. Les Minks de la pleine lune, les 9 samouraïs et les samouraïs de Wano portant le symbole de la lune croissante, et enfin les 2 équipages de pirates dirigés par Monkey D. Luffy et Trafalgar D. Waterloo, la demi-lune. Le Dee ne serait pas un simple Dee. Au lieu de cela, ce serait un symbole qui va au-delà de n'importe quelle langue. Quelque chose qui est reconnu et partagé par tous, la lune. Il n'a jamais eu de sens que le Dee représente un mot et que seule la première lettre du mot ait survécu. Il a été démontré que le Dee appartient à plus d'une race de personnes. Il ne s'agit donc tout simplement pas d'un nom de famille. Tout comme les familles dirigeantes de Wano ont toutes le kanji de la lune dans leur nom, et les Minks tirent leur pouvoir ancestral de la lune, le Dee serait simplement un symbole de cette lune. Il se peut que les personnes portant le Dee ont cherché à créer un royaume inclusif pour toutes les espèces. Au lieu de conquérir le monde, ils cherchaient à en faire un endroit libre pour tous. Cette idée est perpétuée aujourd'hui par des personnes comme Luffy et Roger, et cela représente une menace pour le gouvernement mondial. Avant que le professeur Clover ne soit tué, en parlant du grand royaume qui a été effacé, il a sous-entendu que son existence et les idéaux de son peuple représentaient une menace pour le gouvernement mondial. C'est sûrement parce que leur idéal était de réunir et de créer un monde libre, avec leur royaume accueillant toutes les races. Ils se sont unis sous un symbole partagé par tous, la lune. Le sourire caractéristique avant la mort n'est pas réservé seulement aux Dee, mais à tous ceux de l'Alliance qui cherchent à tendre vers une véritable liberté. Nous sommes tous conscients des Dee qui souriaient face à la mort comme Roger, Luffy, Law, Ace, Rouge ou encore Saoru. Mais il en va de même pour les familles de daimyo de Wano qui portent également la lune dans leur nom. Oden Kozuki, Shimotsuki Yasue et Amatsuki Toki. Ensuite, parmi les Minks, Pedro qui voulait apporter l'aube sourit aussi avant la mort. Ils viennent tous d'ailleurs et vivent sous la même lune. Et leur alliance représente le cycle lunaire complet. Revenons maintenant à la fête que Joy Boy voulait organiser. Joy Boy en particulier était un membre ou un leader de ce royaume, et était du même type que Luffy ou Roger. Il voulait simplement voir le monde s'amuser. Son idée de réunir tout le monde sous forme d'un festin est très semblable à celle de Luffy et Roger. Et c'est ainsi qu'il a agi. Joy Boy aurait parcouru le monde pour réunir les gens dans leur cause. Cela l'a conduit partout dans le monde. Chandia, Zou, Wano, jusqu'à l'île des hommes poissons, qui n'avait jamais été à la surface auparavant. Là-bas, il a fait une promesse à la princesse sirène pour les amener à la surface dans leur monde unifié. Une promesse qui est aujourd'hui reflétée par la promesse de Luffy de marcher avec Shirahoshi à la surface. En retour, ils ont construit Noah, un navire qui devait à la fois les amener dans le monde et remplir une autre fonction. Autre fonction qui était d'abriter cette grande fête voulue par Joy Boy. L'arche de Noé a été construite pour amener quelques animaux de chaque espèce dans le nouveau monde après le déluge. Noah dans One Piece était sûrement destiné à faire le tour du monde et à amener des gens partout à cette fête pour célébrer leur union et la naissance d'un nouveau monde. Un monde où ils trouvent tous ensemble le moyen de vivre en paix parmi les bêtes autochtones de la planète bleue. Je crois que cette fête pour tous sera l'opposé de la rêverie, dont la table ronde est à la merci de quelques personnes puissantes. Bien que la rêverie soit censée représenter les intérêts du monde, nous ne savons que ce n'est pas le cas. Les pays les plus puissants exercent un pouvoir disproportionné. Les États membres du gouvernement mondial doivent payer le tribut céleste. Et ceux qui ne peuvent pas se le permettre sont laissés de côté comme des parias. Même ceux qui y assistent ne sont pas traités sur un pied d'égalité. On l'a vu avec Shirahoshi qui a failli être réduit en esclavage pour aucune raison. Il se peut que la fête de Joy Boy était une véritable table ronde, avec une place pour n'importe qui dans le monde, tous célébrant sur un pied d'égalité les uns avec les autres. Ce qui est en contraste frappant avec ce qui est en place maintenant.
C'est aussi lors de la rêverie que nous voyons Imu entrer dans une grande voûte où se trouve un chapeau de paille géant, qui est communément théorisé comme ayant appartenu autrefois à Joy Boy. Selon cette théorie, le personnage de Joy Boy va avoir deux principales inspirations, King Joyo-Boyo, le roi javanais, et Odin, légende de la mythologie nordique. King Joyo-Boyo était un souverain de Java, une île indonésienne. Je pense qu'Oda a choisi Joyo-Boyo pour deux raisons. Premièrement, l'Indonésie est un pays constitué littéralement de milliers d'îles, le plus grand nombre d'îles de n'importe quel pays dans le monde. Si l'idée que toutes les îles vivent en paix ensemble est vraie, il serait logique de baser Joy Boy sur une figure historique de la plus grande nation insulaire. Deuxièmement, Joyo-Boyo était célèbre pour ses prophéties, en particulier la suivante. Les Javanais seraient gouvernés par des blancs pendant 3 siècles et par des nains jaunes pour la durée d'une vie d'une plante de maïs avant le retour de Ratu Adil. Lorsque le Japon occupa les Indes néerlandaises, au cours des premières semaines de 1942, de nombreux Indonésiens dansèrent dans les rues, accueillant l'armée japonaise comme l'accomplissement de la prophétie attribuée à Joyo-Boyo. Il avait, comme dit, prédit que les hommes blancs établiraient un jour le règne sur Java et opprimeraient le peuple pendant de nombreuses années, mais qu'ils seraient chassés par l'arrivée d'hommes jaunes venus du nord. Ces nains jaunes, avait prédit Joyo-Boyo, resteraient pour un cycle de culture. Et après cela, Java serait libéré de la domination étrangère. Pour la plupart des Javanais, le Japon était un libérateur. La prophétie était alors accomplie. Le parallèle ici est la prophétie de Luffy apportant la nouvelle ère et mettant fin à la domination du gouvernement mondial des siècles plus tard. En parlant des prophéties, rappelons-nous la toute première fois où nous avons entendu parler de Joy Boy. C'était sur l'île des hommes poissons où on avait appris une prophétie très importante. Charlie avait prédit que Luffy apporterait la destruction à l'île des hommes poissons. Ainsi, Joy Boy est basé sur Joyo-Boyo, qui a prédit un sauveur. Et Charlie prédit que notre héros sera un destructeur. Ces deux affirmations sont vraies. Mais ce n'est pas l'île des hommes poissons que Luffy va détruire, mais Redline au-dessus d'eux quand le monde sera ramené à son état naturel, détruisant ainsi l'île des hommes poissons avec elle. Et Noah sera utilisé pour aider à évacuer tout le monde en sécurité à la surface où ils vivront avec le reste du monde. Ensuite, si Joy Boy était effectivement un géant comme beaucoup l'ont théorisé, il est alors possible qu'il soit basé sur Odin. Odin de la mythologie nordique était connu pour son œil unique, qui s'est volontairement ôté pour boire la coupe de la connaissance. Si vous n'avez pas remarqué, malgré le fait que cette série parle de pirates, aucun pirate de la série n'a de cache-œil. Oda a dit une fois en 2007, dans le livre de la collection des trésors du 10e anniversaire de One Piece, qu'il savait quel personnage allait avoir un cache-œil, qu'il était excité de le dessiner et que ce personnage apparaîtrait vers la fin de l'histoire. Il est alors tout à fait possible que ce personnage soit Joy Boy, le géant inspiré par Odin qui avait qu'un œil. Joy Boy, la personne dont la volonté a été transmise depuis des siècles, sera le pirate par excellence et portera un cache-œil. Ce serait un pirate avant qu'il n'y ait des pirates, un esprit libre des mers qui voulait voyager et célébrer avec le monde. Et si vous voulez parler de parallèle, permettez-moi de vous rappeler que Luffy a failli perdre son œil dans les premières pages du premier chapitre de One Piece. Ainsi, cette volonté a été transmise de Joy Boy à Roger et maintenant à Luffy avec de nombreuses personnes entre les deux. Rappelons-nous de la toute première fois où nous avons entendu parler de la volonté du Di de la part de Kurea. On a immédiatement vu notre équipage naviguant sous la pleine lune et qui faisait la fête. Il est alors vraiment probable que ce soit une métaphore, la volonté de liberté sous la lune qu'ils partagent tous. Mais alors, où était censée avoir lieu cette fête? 探すったってな、サンジ。だいたいお前、オールブルーがどんなとこか分かってんのか? All Blue. Enfin, nous ne pouvons pas avoir une fête massive unissant le monde sans la meilleure nourriture du monde pour accompagner la meilleure boisson du monde. Après tout, notre futur roi des pirates adore la viande. Joy Boy savait quel était l'endroit idéal pour sa fête, et ce serait au milieu de la légendaire mer All Blue. All Blue est pratiquement un mystère, car nous en savons très peu sur elle. C'est un lieu légendaire où semble-t-il toutes les mers se rejoignent, et à l'intérieur se trouvent des poissons du monde entier. Selon Zeph, il se trouve quelque part sur Grand Line, même s'il n'a pas pu le localiser lui-même. Précédemment, j'ai mentionné que Red Line n'est pas une structure naturelle et qu'elle pourrait être remodelée. Il se peut alors qu'All Blue réapparaîtra lorsque le monde reviendra à son état naturel d'un seul océan. Le One Piece, All Blue, la chanson Binks no Sake, la source de la malédiction des fruits du démon, toutes ces histoires légendaires sont en réalité situées au même endroit. La croix marque l'endroit, l'emplacement du trésor. La plus grande récurrence lorsqu'on cherche un trésor célèbre est la ligne en pointillé classique menant à la croix, ce qui marque l'emplacement du trésor, à partir duquel vous devriez normalement creuser et trouver le trésor enfui. Dans One Piece, la ligne en pointillé que vous deviez suivre est le chemin du log post que vous choisissez au début du voyage. Et la croix est celle qui est juste sous notre nez sur la carte du monde, Reverse Mountain. L'île finale et le trésor One Piece se trouvent soit à l'intérieur, soit sous Reverse Mountain.
De même que vous devez naviguer dans les courants à l'entrée de Grand Line pour monter sur la montagne, il se peut que lorsque vous atteignez la fin, vous devez creuser sous la croix. Dans ce cas, plongez dans les profondeurs de l'océan où vous devriez peut-être prendre un courant ou quelque chose de plus extrême encore, comme un White Storm qui vous entraîne à l'intérieur ou sous Reverse Mountain. Dans le flashback d'Oden, Roger décrit son voyage à Barbe Blanche et Oden dans cette case. Il a atteint l'île la plus éloignée connue et a réalisé que c'était en effet pas la dernière île. Le Logpose est devenu fou et il a réalisé que les 4 poneglyphes routiers révélaient l'emplacement de la véritable île finale. Ces 2 détails sont très importants. Lorsque nous avons atteint le Nouveau Monde, nous avons appris qu'un seul Logpose n'est pas suffisant en raison du changement des champs magnétiques. Donc une fois que Roger a atteint la dernière île, pourquoi les aiguilles sont-elles devenues folles? Eh bien, comme nous pouvons le voir sur la carte du monde, la fin de Grand Line est simplement de l'autre côté du début. Nami décrit Red Line comme une série de nombreuses îles interconnectées, Reverse Mountain étant spécifiquement une île hivernale. Donc, si Red Line n'est qu'un ensemble d'îles différentes, ne devrait-elle pas avoir une quantité écrasante de champs magnétiques sur lesquels vous ne pourriez pas vous verrouiller? Ces champs obscurcissent essentiellement le propre champ magnétique de Loftel, parce qu'il est à l'intérieur des leurs. Au lieu de le verrouiller, vous obtenez une multitude d'interférences, ce qui fait que le Logpose devient fou. L'autre indice important est que vous avez besoin des 4 rods poneglyphes pour trouver son emplacement. Normalement, si vous cherchez une île en mer, vous n'auriez besoin que de 2 coordonnées, X et Y, pour en déduire ces emplacements possibles. Cependant, il s'agit de One Piece, et nous savons que des îles existent à la fois dans le ciel et sous la surface. Pour cette raison, nous aurions besoin d'une 3e coordonnée, X, Y et Z, pour déterminer la profondeur. Mais nous savons qu'en réalité, nous avons besoin des 4 poneglyphes pour trouver Loftel. Ainsi, cette 4e coordonnée serait probablement le temps, X, Y, Z et T. Ainsi, Loftel ne serait accessible que pendant un certain moment, une période ou une fenêtre. En rassemblant tout cela, lorsque vous atteignez la fin de Grand Line, Roadstar, vous êtes confronté à la croix Reverse Mountain. La nature de cette masse terrestre obscurcit le champ magnétique de Loftel qui est à l'intérieur ou en dessous, et ne peut donc pas être verrouillé, provoquant la déviation du Logpose comme l'a dit Roger. C'est à ce moment-là qu'il faudrait se rendre à l'endroit que les pirates souhaitent éviter, le lieu de repos final de beaucoup d'entre eux, l'objet des légendes où Davy Jones collecte leurs restes, les fonds marins. Ça se trouve à une profondeur encore plus grande que celle de l'île des Hommes-Poissons. Ainsi, vous devrez voyager à l'intérieur de la planète avant de remonter à l'intérieur de Reverse Mountain. Il se peut que ce soit la raison pour laquelle Baggy et Toki sont soudainement tombés malades à mesure qu'ils approchaient de la fin. Ce sont les seuls utilisateurs de fruits du démon connus dans l'équipage et ils sont maudits par les mers. Si le chemin de Loftel vous conduit au fond des mers et à l'intérieur de la planète, il approche de la source de la malédiction des fruits du démon. Toki, qui a eu ses pouvoirs pendant 800 ans, est plus maudite et est tombée malade en premier. Baggy, qui a récemment acquis sa malédiction, est tombé malade un petit peu plus tard. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas entrer, ce serait simplement une sorte de prémonition à mesure qu'ils approchent de la source de la malédiction des fruits du démon, un peu comme la douleur de la cicatrice de Harry Potter lorsqu'il approche Voldemort. Tout comme vous devez prendre un courant vers le haut au début de Grand Line et un courant vers le bas au point médian du voyage, je crois que vous devez combiner ceci et descendre puis remonter à la fin, en émergeant à l'intérieur ou en dessous de Reverse Mountain. Mais comment pouvez-vous émerger en dessous de quelque chose? Tout d'abord, dans One Piece, nous avons des océans dans le ciel, alors ne soyons pas trop étroits d'esprit. Cependant, il existe une équivalence dans la vie réelle à ce que je propose. Les océans subglaciaires qui existent sur les lunes d'autres planètes. Donc lorsque vous émergez à l'intérieur ou en dessous de Reverse Mountain, tout ce qui est nécessaire pour organiser la plus grande fête du monde serait disponible. Le Bing Saké laissé par Joy Boy, un mini All Blue souterrain entourant l'île, et un message avec la véritable histoire du monde. Mais le One Piece ne peut pas être apprécié tant que vous ne pouvez pas ramener le monde à un état où tout le monde peut participer à ce qui est censé être la plus grande fête de tous les temps. Cependant, revenir à l'état naturel du monde signifie également lever la malédiction du démon des mers et le libérer, ce qui constituerait une nouvelle source de conflit. Ensuite, la dernière variable est le temps. C'est l'aspect le plus difficile à cerner, mais je crois que cela a à voir avec la position de la Lune. Comme dit plus tôt, il est bien connu que la Lune a un énorme impact sur les marées et les courants. Lors de l'entrée dans Grand Line, Nami a noté l'importance de suivre les courants. Sinon, ceux qui s'y aventurent s'écrasent contre la montagne et coulent au fond de l'océan. Il se peut que les Mugiwara devront suivre de manière similaire les courants à la fin. Mais la clé serait de le faire en fonction de la position et d'une phase spécifique de la Lune. Ensuite, les rods poneglyphes ont été créés et protégés par les membres de l'Alliance mentionnée plus tôt, qui partagent tous une révérence pour la Lune. Si ce trésor contient vraiment la véritable histoire que le gouvernement mondial essaye de cacher, il serait logique que notre alliance lunaire rende la Lune nécessaire pour le trouver. Cela peut expliquer pourquoi le gouvernement mondial est simplement incapable de détruire le trésor. Car il serait non seulement situé dans un endroit difficile d'accès, mais il y aurait aussi un aspect de moment opportun à prendre en compte. Et si on le choisit mal, cela signifierait tout simplement notre perte.
の称号ですよ。富と名声と力の一つなぎの大秘宝、ワンピースを目指すってことですよ。あ、Le vrai trésor. Mais du coup, qu'en est-il du véritable trésor? Cela ne peut pas juste être les amis que nous nous sommes fait en cours de route. Nous avons reçu confirmation du journal d'Oden qu'il existe en effet un vaste trésor qui se dressait devant eux. Le vaste trésor qui se dressait devant eux serait l'immense banquet nécessaire pour la fête de Joy Boy comme dit plus tôt. La plus grande fête de tous les temps n'aurait que des meubles somptueux et des trésors pour manger et boire ainsi que des richesses à partager pour tous. À l'heure actuelle, il existe deux potentielles sources qui pourraient fournir une grande quantité de trésors. Pour la première option, je vous renvoie à la cité de Chandora, autrefois alliée de Joy Boy. Rappelez-vous quand Norland et son équipage les ont visités il y a 400 ans, les Chandia leur ont offert tout l'or et les trésors qu'ils pouvaient prendre, car le poneglyphe et la cloche étaient le véritable trésor qu'ils protégeaient. Ensuite, Kalgara a mentionné qu'ils étaient les premiers invités accueillis depuis l'effondrement de la cité il y a 400 ans, soit un total de 800 ans depuis le présent, c'est-à-dire à la fin du siècle oublié à l'époque de Joy Boy. Comme ils étaient les protecteurs d'un poneglyphe, alliés de Joy Boy et ennemis du gouvernement mondial, il se peut qu'ils aient laissé Joy Boy prendre tout l'or et les trésors qu'ils pouvaient pour sa fête. Trésors qui font maintenant partie du One Piece. Ce trésor n'avait jamais eu de valeur pour eux, et ils étaient prêts à partager leurs richesses avec le monde lors de cette fête pour tous. La seconde option serait qu'une immense quantité de trésors pourrait provenir de Wano. Si vous vous souvenez, Onimaru a dit à Zoro que Wano était autrefois connu sous le nom de Pays de l'Or, et qu'il était la cible de nombreuses personnes. Étant donné que les poneglyphes proviennent de Wano, il se peut qu'une immense quantité de trésors puisse venir d'ici, à l'instar de Chandora. Et pour finir, le plus important, c'est que l'existence de ce trésor massif signifie que Luffy va enfin rembourser sa dette de trésor accumulée depuis le chapitre 1, qui a augmenté de façon exponentielle après plus de 1000 chapitres. Notre histoire a toujours été celle de la liberté. Nous avons commencé notre histoire avec un jeune garçon qui était épris de la vie d'un pirate et de la liberté qu'elle lui offrirait lorsqu'il deviendrait le roi des pirates. À la fin de notre voyage, notre équipage aura réalisé ses rêves. Luffy aura organisé la plus grande fête du monde, le monde remodelé donnera à Nami l'opportunité d'être la première à le cartographier, Sanji trouvera la légendaire All Blue, Robin aura appris l'histoire perdue, Franky aura construit un navire qui aura fait le tour du monde, Brook se réunira avec Laboon, et d'autres rêves, comme ceux de Zoro et d'Usopp, se réaliseront avant d'atteindre la fin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui a exigé un investissement conséquent, donc merci infiniment d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à exprimer votre appréciation en likant, partageant et en vous abonnant à ma chaîne. N'oubliez également pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. Je vous invite également à explorer ma chaîne secondaire ainsi que mes comptes TikTok, Instagram et Twitter. C'est gratuit, cela me fait plaisir et cela contribue à l'essor de la communauté. Un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire et à bientôt.